C'est quoi ta plus grande qualité? Alors, mon plus grand défaut, je me dirais que je suis souvent trop à l'heure. Bienvenue, Mara, à ceux qui osent. Je suis tout heureux de pouvoir t'accueillir dans notre podcast audio uniquement, mais maintenant filmé. Yes. C'est un peu le pilote, je pense que tu découvres un petit peu le On aime bien, staff. on se sent à l'aise. On se sent bien, on se sent dans un petit salon comme ça. J'ai pour habitude de faire une petite description de mes invités. Vas-y. Et j'espère que tu vas la trouver, ok. Tu es prête? On s'échauffe la voix. Ouais, on s'échauffe la voix de ouf. Alors, les médias ciné, la classe au premier rang des jeunes espoirs de l'industrie. Du haut de ses 24 piges, la bruxelloise ne manque pas de talent. Vous avez pu la voir récemment dans Rien à foutre d'Emmanuel Mar, aux côtés d'Adèle Exarchopoulos et de Julie Lecoustre. Ouh, ouais. Dans Fils 2 de la série belge. Et bientôt, dans La Ruche, le premier long métrage de Christophe Hermans. Yes. La 9-7 bruxelloise est énergique et dénote avec une voix qui lui donnerait sans doute quelques années en plus. Son jeu est brut, mais léché. Finalement, la parfaite représentation de naturel travaillé. Elle est engagée et met un point d'honneur à donner moult force aux femmes dans le milieu du ciné. Il est fort probable que la brune énergique attablée au café Verskuren Parvis Saint-Gilles, sirotant un café, une clope à la main et feuilletant farouchement un bloc de script, n'est autre que la comédienne en prépa. Pour faire simple, il est absolument essentiel de la suivre. Mesdames et messieurs, voici Mara Taquin. On peut s'applaudir. Et Aubin. J'espère que t'as kiffé la petite description. De ouf, ça fait plaisir. Ça me fait... me gêne. Oh mais faut pas, hein, mais non. Ça me fait tout bizarre de parler sans casque, mec. Ah ouais? J'ai parce que normalement, t'as un casque. J'ai un retour son. Et donc j'ai l'impression qu'on est hyper distant, alors que... Parce que tu vois, j'entends... Oui, normalement, t'es plus proche de la voix de la personne qui était... Mais tout est safe. Non, mais t'inquiète. J'ai envie de te poser une première question, parce que du coup, toi, t'es comédienne aujourd'hui. Et tu as un parcours un peu atypique. Est-ce que tu saurais nous le décrire un petit peu en quelques mots? Ouais. De formation, je veux dire. De formation, j'ai quand même fait des secondaires en humanité artistique en théâtre. Mais comme je te racontais un peu tout à l'heure, l'envie de faire du théâtre en secondaire, c'était vraiment plus pour sortir du carcan traditionnel éducatif belge qui m'était imposé en secondaire. Et du coup, genre, à faire ces humanités artistiques, ça me permettait d'avoir des horaires un peu plus différents que la normale et d'avoir une sorte d'impression d'indépendance. Et puis aussi, c'est... Allez, comment expliquer? J'aimais bien le rapport au théâtre parce qu'il y avait l'expression corporelle. J'ai beaucoup aimé danser. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, etc. De réfléchir des pièces, de lire Camus et d'essayer de comprendre pourquoi, à cette époque-là, ça avait du sens, ce récit, ces pensées, etc. Mais j'étais pas spécialement à l'aise avec le théâtre, ne serait-ce qu'avec l'articulation, je comprenais pas spécialement tout ce qu'on mettait en scène, etc. Du coup, j'ai pas été une très bonne élève en théâtre. Même mes profs m'ont pas dit que j'étais... Enfin, ils m'ont clairement fait comprendre que j'étais pas très... Ouais, ils t'ont clashé même. Un peu, ouais. Ils m'ont dit qu'ils étaient un jury de The Voice qui s'était pas retourné pour moi cette année en examen de passage en déclamation. Donc je suis là, genre, merci, vous êtes prof, vous n'êtes pas censé avoir un avis critique sur mon art, mais genre un avis pédagogique sur moi, en fait. Mais du coup, voilà. Et puis, en fait, il y a une réalisatrice qui est passée devant mon école et qui m'a proposé de faire un casting sauvage. Et c'est ce qui a enclenché tout ça. Mais c'était pas prévu. Et en même temps, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours donné l'impression d'avoir confiance en la vie. Donc, quand on me demande, par exemple, mais t'aurais fait quoi sinon ? J'avais plein d'idées, mais j'avais un peu un truc de confiance, quoi. Et du coup, je me suis laissée aller à ce qui se mettait sur mon chemin, quoi. Mmh. Parce que c'est fou, ce qui dénote de ta personnalité, Mara, c'est que t'es hyper... t'as la tête sur les épaules, quoi. Tu restes humble et présente, tu vois. Bruxelles, ça te connaît.
Et enfin, je veux dire, C'est le... Bruxelles le sang, là, représente. Mais dans le sens où t'es pas forcément fils ou fille d'eux. T'es clairement pas fils d'eux, mais enfin, fille d'eux. Et tu vois, on en parlait en antenne, hein, mec, ce métier, il est arrivé malgré toi, quoi. Ouais. Après, pour quand même... je viens d'un milieu et de parents. Par exemple, mon père, il est luthier sauvage, il crée des sculptures sonores bizarres, c'est un illuminé. Wow, ok. Mais du coup, je viens quand même d'une famille qui m'a permis d'avoir un lien avec une émotion artistique. Enfin, je veux dire, je peux pas faire comme si... on vient tous de quelque part et d'une sensibilité et de quelque chose. Et j'ai la chance d'être entourée de parents qui m'ont éveillée et qui m'ont permis d'avoir peut-être un peu de l'héritage artistique que j'espère mettre dans mes rôles, quoi. Mm-hmm. Ils t'ont sensibilisé un petit peu, c'est quoi. ça. Mais par contre, par exemple, j'ai pas de souvenir d'avoir été au cinéma. Ouais. J'ai pas été sensibilisée au cinéma, etc. Mais j'étais bourlinguée un peu partout dans les concerts, avec mon papa qui a été circassien avant, donc on allait dans les tournées de cirque avec lui. Ma mère, elle est très militante, donc depuis que je suis gamine, j'entends ma mère essayer de parler du monde avec ses amis, etc. Donc j'ai quand même plein d'outils à mon avantage pour essayer d'aborder ce métier de façon cool, quoi, et rassurante, quoi. Mm-hmm. Quand même. Tu dirais que t'es proche de tes parents? Ouais. 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 Les parents restent des parents. Hein. Les parents, ils ont plein d'entités qui nous pourrissent la vie et des années de psychanalyse. Chose que je ne fais pas. Ta quantième année de psychanalyse? Non. Mais je veux dire, ouais, je suis proche de mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents très... Enfin, j'ai jamais douté de leur amour, quoi. Même s'ils sont imparfaits et fous à leur manière, je suis bien entourée, quoi. Mm. Toi, t'es proche de tes parents? C'est fort. Ouais, grave. Ouais. Grave. Je pense encore plus avec les années. Tu vois, on commence à vieillir un peu. J'aime bien me vieillir quand même, gratuitement. Moi. Non, genre, tu quittes la maison et tu commences à rentrer dans la vie professionnelle. Ouais. Et tu vois, tu désacralises un peu les... Enfin, tu vois, je pense qu'à l'adolescence, tu traverses une période où tes parents, enfants, tu les idéalisais. Ado, tu t'es là, genre, nique les parents, ouais. T'es révolté et t'es pris de colère. Et puis, la vie adulte te fait dire, bon, en fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans le cadre qu'ils avaient à cette période-là. À ce moment-là. Mais souvent, on a une discussion avec une de mes meilleures potes où on parle souvent de ça, où on dit, mais nos parents ont été nous avant. Enfin, c'est pas que des parents, c'est des êtres à part entière. Et une fois que tu désacralises ça et que tu prends en considération qu'ils ont les outils qu'ils ont et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, je trouve que ça lâche prise. Et aussi, quand tu grandis, comme tu dis, quand on devient adulte, tu rentres dans une phase où tu les rencontres en tant que toi, être humain, et pas en tant qu'enfant face aux parents. Et je trouve que ça devient déguisé. C'est comme les petits frères, tu vois. Toi aussi, exactement, tu dis, t'as 2 petits frères et moi aussi. Et je suis trop contente de les voir grandir parce que je commence à créer un lien avec eux qui devient d'être à être et pas de petit frère à grande sœur ou quoi. Et tu commences à découvrir leur caractère et tu fais, mais en fait, t'es un chouette gosse. T'es un chouette gamin. J'ai envie que, si c'est pas mon frère, j'aurais envie qu'il fasse partie de ma vie quand même. Tu vois. Ouais. Je trouve ça, c'est une sorte de doucement les étiquettes des rôles, tu vois, se décantent. Mais c'est un peu ça, ouais. Je suis proche de mes darons. Et je pense que, tu vois, pour rebondir avec ce que tu disais, et ça fait une belle passerelle, mais tu vois, tu as besoin de personnes de soutien qui t'accordent de la valeur et qui te donnent confiance, tu vois. Ouais. Et ça commence par ton nid, tu vois. Ça commence par le fait que tes parents te disent « Bon, ouais, je crois, vas-y. » Ouais, j'ai confiance, vas-y. J'ai confiance. T'as l'impression que t'as eu ça, toi Ouais, complètement. Franchement, souvent, on me dit « Mais quoi, et tes parents, ils étaient d'accord pour que tu fasses ce métier ?» Et vu que ce métier il s'est fait petit à petit et que j'ai eu la chance, et maintenant le travail pour que ça continue, mais que ça fonctionne bien, mes parents ils m'ont fait vas-y, tente. Et je trouve que c'est un énorme cadeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent du fait que les parents, ça a toujours été une crainte pour certains parents que leur enfant aille dans le milieu artistique et tout. Et en tout cas, eux n'ont jamais été une charge mentale compliquée à convaincre de me suivre dans ce métier-là. J'ai presque l'impression que c'était l'inverse. C'est même toi qui a tellement le côté, la tête sur les épaules et un peu réaliste de dire bon, non, je vais pas... Des fois, ouais. Moi, il y a pas plus tard qu'un an, ça passe vite. Mais il y a un an, à un moment donné, j'ai eu une grosse discussion avec mon père où j'étais fort paniquée.
Et je me suis écroulée en pleurs en disant, mais papa, je suis pas sûre de vouloir faire ce métier toute ma vie, quoi. Et je lui ai dit, mais je sais que vous êtes fier de moi et j'ai pas envie de vous décevoir et tout. Et il m'a vraiment calmée en me disant, mais Mara, si tu ne veux pas faire ce métier, on est là et on sera quoi qu'il arrive fier de toi. Et ça m'a fait vachement du bien d'avoir ce truc de, tu n'es pas obligé de, c'est pas parce que ça marche que tu es obligé de le faire. Et du coup, c'est trop un cadeau, quoi. De me dire quoi qu'il arrive, ils sont là, c'est une chance énorme. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Il y a le côté, tu vois, face à la réussite, c'est tellement un milieu privilégié d'avoir du taf dans ça. Il y a des gens qui font des années et des années sans pouvoir, tu vois, en ayant des difficultés à mener de ouf les bouts de mois, quoi, tu vois. Que quelque part, toi-même, dans ta réussite et dans le fait que tu as du taf, tu dis, mais attends, il faut que je trouve... Enfin, ouais, je devrais être heureuse. Et que du coup, en fait, tu dis, mais... Non, mais en fait, il y a des moments où je suis un peu pas bien aussi et tout n'est pas rose. Non. Moi, je me remets en question. Mais en fait, on a tellement envie aussi de faire honneur à la chance qu'on a que des fois, on s'oublie, on se pose pas les bonnes questions de ce qui nous fait du bien. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que si jamais je lis un scénario et que j'apprends que je suis prise sur un film génial et que je suis pas contente, ben moi, c'est aussi une insulte aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir ce taf-là. Et je me dis, non, j'ai envie d'appréhender ce métier aussi, de me dire, wow, ok, c'est hyper privilégié d'en faire partie, de gagner ma vie grâce à ça, d'avoir une voix et de me dire, d'accepter aussi que du coup, je sois pas toujours bien avec ça et que c'est beaucoup de pression quand même. Mais en même temps, c'est beaucoup de pression et en même temps, on fait que du cinéma. Donc, en vrai, on s'en fout. Ça va, c'est non, pas... on change pas le monde. Enfin, y a un peu un truc où il faut... C'est juste comment se sentir aligné, quoi. Et j'ai l'impression que le discours de ton daron, c'était yo, fais, si c'est bon pour toi, si ça sonne juste, continue. Si par contre, c'est plus léger, c'est lourdeur et ça devient pesant, ben, tu peux abandonner, tu passeras à autre chose. Quoi. Et tu peux mettre juste un holà, prendre plus de temps, c'est ça, tranquille. En fait, rien n'est définitif aussi non plus. T'as l'impression que ça t'a apporté de légèreté dans ta manière d'appréhender des scénarios, des scripts, des tournages, des films. De voir ça à travers ce prisme, parce que j'ai l'impression que cette discussion, tu l'as eue il y a un an avec ton daron. Le truc douloureux dans le cinéma, quand même, c'est que on te donne tellement l'impression que t'es très vite remplaçable que même si moi, j'essaye de me prendre ce métier avec une légèreté certaine pour ne pas souffrir trop si à un moment donné, ça s'arrête, tu restes quand même dans une envie... Une fois que tu as touché, c'est très dur de ne pas te dire que ça peut continuer. Et du coup, tu essayes de prendre la distance, mais tu es quand même dedans, tu es quand même rempli d'envie. Et du coup, tu te mets beaucoup de pression et d'investissement émotionnel assez rude quand même. Même quand on passe des castings, les états dans lesquels je me mets pour des castings, où après, je prends 5 minutes de recul et je me dis, Mara, si ça se trouve, t'es même pas fan du scénario, quoi. Donc, tu te mets une pression pour plaire à ceux qui vont te voir jouer, à cette recherche perpétuelle de travail, etc. Et en même temps, tu te poses même des fois plus la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce projet ? Et c'est bien aussi d'être bien entouré pour ça, pour te poser les bonnes questions. À un moment donné, j'allais à un casting et je me suis mise dans tous mes états et j'ai appelé mon agent en disant je stresse, nanana. Et elle m'a regardé, elle fait Mara, cette réalisatrice, elle n'est pas évidente. Si t'as pas envie de bosser avec elle, même si tu réussis le casting, tu peux. Et j'étais là genre, ah ouais, c'est vrai. Oui, j'avoue. Ouais. En fait, j'avoue. Et c'est se redonner possession. J'avoue. C'est se redonner possession aussi du pouvoir, quoi. Et de pas être que dans le désir de l'autre. De ouf. J'utilise des phrases très compliquées. Mais non, mais t'inquiète, ça fait sens. Mara, t'inquiète. Non, mais c'est ouais, comme tu le dis bien, tu retrouves ton propre pouvoir et à plus petite échelle, je pense qu'il y a blindé de gens qui ont ça dans le quotidien. Tu vois, ça peut être aussi bête que t'as un CDI et tu fais ton taf et au bout d'un moment, tu dis mais je pourrais être motivé ou quelque chose d'autre pourrait me nourrir, tu vois, en termes de passion, en termes de choses, d'intérêt, mais tu le fais pas parce que le confort, la situation ou la peur de dire mais attends, mais peut-être que si je me lance dans cet autre projet, eh ben peut-être que ça peut ne pas marcher. De ouf. Mais on est aussi dans une société tellement à la recherche on est dans une société capitaliste qui nous fait croire aussi que le monde fonctionne par le travail. Et c'est ce qui est vrai aussi. Mais du coup,
on a peur de prendre d'autres directions que celles qui nous est mise sur le chemin. En tout cas, c'est très... c'est très privilégié de penser comme ça aussi. De ouf. Mais en fait, j'ai la chance de me dire que je peux me retourner. Tu peux, ouais. Dis, toi, tu le vis comment à l'heure actuelle, les castings? C'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est horrible parce que c'est un truc où, après, moi, je suis quelqu'un de hyper anxieuse et hyper stressée, qui me fout énormément de pression, mais qui arrive à bosser sous la pression. Donc, par exemple, je serais pas capable de travailler un casting une semaine à l'avance, qui ferait que je me sentirais plus à l'aise et plus légère pour y aller au moment donné du casting. J'arrive à travailler genre un jour à l'avance, parce que c'est aussi de la mémoire instantanée. Je vais pas apprendre une scène que je pourrais pas te redire certaines scènes que j'ai appris à 4 semaines, quoi. C'est ça, ouais. C'est vraiment un peu instantané, mais du coup, souvent je demande que les castings soient pas trop tard parce que sinon je suis incapable de manger, je fume full clope, je bois full café, je suis 3 heures à l'avance devant l'endroit du casting à boire des cafés, à faire ok, je connais ma scène, et puis 20 minutes avant, je me refais la scène dans la tête, et en fait, j'oublie un mot et je me dis oh putain, je connais pas mon texte. Ça y est, je connais pas. C'est bon, je vais rater. Je vais rater mon casting. Non, c'est chaud parce que tu sais que c'est déterminant, quoi. Ouais. Tu sais que c'est déterminant et que ça peut t'amener des choses dans ta vie. Et en fait, 10 minutes de casting peuvent changer ta vie. Et c'est horrible, quoi. Et il y a tellement... Je me mets un instant dans tes chaussures, mais je me dis, il y a tellement de paramètres. C'est mignon comme expression. Je me mets dans tes chaussures. Mais je me dis, il y a tellement de paramètres... de maramètres. Pas mal. Pas mal, ok. de paramètres qui entrent en compte, qui sont pas liés à ce que toi tu vois. Ça peut être t'es la 14e personne qui voit, et juste ils sont dans un mood où ils sont fatigués, tu vois, ou c'est toi qui es pas dans un bon mood parce qu'il t'est arrivé une merde et tu t'es mangé des emboutes le matin. Enfin, mais ça tient à rien et à tout, quoi. Ouais, c'est ça qui est hyper chaud, c'est que, et c'est pour ça que je dis c'est horrible que 10 minutes soient déterminantes pour ton avenir, parce qu'en fait tu sais pas, et puis même au-delà du mood, il y a des choses que nous, on n'a pas conscience, qui sont déterminantes aussi. Il y a un réalisateur, une réalisatrice, pendant 7 ans, ils vont écrire un scénario, et ils vont penser à quelque chose de précis, même si tu donnes le meilleur de toi-même. Si c'est pas toi, c'est pas toi. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça super dur, souvent, quand on parle aussi de « ouais, mais c'est pas ma meilleure pote, elle est aussi... une de mes meilleures potes, elle est comédienne aussi. » Et on dit « ouais, mais c'est pas dur, vous passez les mêmes castings et tout. » Et on a tellement conscience du fait que c'est pas nous. Enfin, c'est pour ça que ce truc de compétition dans le cinéma, il est compliqué, je trouve, de continuer à penser comme ça, parce qu'en fait, ça n'appartient pas à nous, ça appartient à tellement d'autres paramètres que ça sert à rien d'être en concurrence, en fait. Autant justement se mettre en avant et essayer de faire bloc et d'être contente pour les autres et de se dire allez, venez, on essaye de créer un milieu du cinéma plus cool, que de justement se faire la guerre entre nous, quoi, et d'avoir des pensées négatives envers d'autres gens, quoi. Ouais, c'est un peu le côté vous vous êtes rendu compte, j'imagine que c'est avec Salomé, donc c'est ça. et vous êtes rendu compte en fait que finalement les paramètres sont tellement nombreux qu'il faut lâcher prise, en fait. C'est se donner ok, on va les passer ces castings, parfois on est à 2 à passer dessus, mais si tu le réussis, je le réussis. C'est ça. Mais nous, on se dit toujours avant un casting, on s'appelle, on est genre, si c'est pas toi, c'est moi. Ok, et en fait, on se donne de la force, et puis c'est comme ça. Après, je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé de me dire fais chier que ce soit cette personne, parce que t'as très envie d'un projet et tu l'as pas, mais ça tient pas à toi, quoi. Tu peux rien y faire, en fait. Tu peux clairement rien y faire. J'imagine que c'est un beau c'est un bel apprentissage de lâcher prise. Ouais, bah t'as pas le choix, sinon tu te rends malade, hein. Mara, dis-moi. C'est quoi ta plus grande qualité? Alors, mon plus grand défaut, je me dirais que je suis souvent trop à l'heure. Faut savoir, pour nos auditeurs, là, que Mara, il est arrivé, toute notre équipe était genre en pause, on se disait ok, voilà. Elle est arrivée 40 minutes. Non, j'exagère. 30 minutes en avance. Sorry, je suis un peu en avance. Ma plus grande qualité, c'est horrible, j'ai l'impression de faire un entretien. T'es en casting, en fait, Mara. Ma plus grande qualité... C'est chaud. C'est quoi, toi? Alors, ouh là là, mais tu vois, tout à coup, moi aussi, je suis ouais, vas-y. On retourne le truc et après, Ouais, de ouf. Non, ma plus grande qualité, c'est dur.
C'est dur. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup travaillé sur mon degré de présence, tu vois, Ok. et de ne pas trop fuir. J'ai un modèle, je pense, où je suis en quête de liberté constante. Ouais. Et donc à être à l'écoute, beaucoup de moi, Ok. et du coup des miens, tu vois, de mes proches. Ouais, en t'écoutant toi, tu Voilà. donnes la disponibilité Ok, aux autres de ouais, te aussi, tu rencontrer, vois. quoi. Et je sais pas si c'est ma plus grande qualité, mais à l'heure actuelle, C'est ça je sur pourrais lequel tu pas dire travailles, quoi. j'y travaille beaucoup et je me donne du temps, quoi. Je me donne, Hmm. tu vois. C'est pas tous les jours facile, mais ouais. Aujourd'hui, ce serait ça. Tiens. Vas-y, Pose-moi la question Ah demain, non, c'est peut-être que ce stylé sera comme bon. réponse. Non, mais j'aime bien. C'est quoi, là, toi? Ben. Si tu me dis, je suis trop Non, perfectionniste, non, non. non, non. Non, ben. Ah putain, c'est chaud. J'enlève le putain, c'est chaud. C'est chaud. Euh, Tu sais, on peut reformuler la question autrement. Regarde. Qu'est-ce qui te rend fier de toi actuellement? Eh ben, qu'est-ce qui me rend fière de moi actuellement? C'est un peu, alors du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est d'essayer d'utiliser ce qui m'a fait défaut et ce qui a fait du mal au mien dans mon passé par mon impulsivité, par le fait d'être souvent à la recherche de l'autre part, etc. Et d'essayer de travailler sur le sur des erreurs pour allez, ce qui me rend fière en ce moment, c'est de prendre le temps de faire un travail sur moi. Hmm. Du coup, d'essayer de me remettre en question, quoi, et d'être un peu à l'écoute et de prendre en considération les Des avis, des avis de mes opinions, proches et de dire ok, ouais, ok, ou des ressentis même. ouais, des proches ressentis, et d'essayer de travailler là-dessus pour essayer de faire moins de mal qu'avant, quoi. Je crois qu'avant, j'étais très en mode on n'a qu'une vie, peut-être pas prendre assez en considération YOLO, pas prendre assez en considération ce que mes actions pouvaient faire sur les autres. Ouais, les conséquences. Hein. Ouais, et du coup d'essayer d'être plus attentif à l'autre. On essaye, beau, hein. C'est beau. T'as l'impression, du coup, il y a une question qui me vient. En t'écoutant, c'est dur d'avoir une relation amoureuse dans le milieu, tu vois. Enfin, pas avec des gens du milieu, mais quand t'es dans le milieu, t'as l'impression. Bah moi, je suis déjà une galère avant le milieu, donc... Avant le milieu, c'est chaud. Avant le milieu, c'est déjà chaud. C'était déjà tendu, tu vois. Alors, dans le milieu... Mais non. alors que j'ai ses pères, en fait... Non. En toute honnêteté, c'est... milieu ou pas milieu, je suis une galère vraiment. Parce que je crois que je suis pas dans ce milieu pour rien, mine de rien. Je pense qu'il y a certains déterminismes, je sais pas comment on dit, je pense qu'il y a des choses qui se font pas pour rien et que le milieu me permet de bouger tout le temps, de rencontrer des gens nouveaux en permanence, et c'est quelque chose qui est très propre à ma personne, de vouloir être en permanence en lien avec des gens, mais en même temps, en n'étant pas toujours présente. C'est plus pas un prétexte d'être au contact d'eux, mais par exemple avec mes amis, des fois j'ai du mal à être là, quoi. Alors que c'est les personnes les plus importantes pour moi dans ma vie. Je suis toujours à la recherche du autre part. Et du coup, ça se retranscrit vachement dans mes relations amoureuses où je crois que j'ai fait du mal dans mon passé parce que je suis très dure à grappiller. Ouais, à dire reste là, quoi. Et du coup, le milieu, effectivement, n'aide pas parce que du coup... ça accentue ça parce que t'as une raison, en fait, pour ne pas l'être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est aussi pas être souvent là. Je crois que c'est compliqué d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui fait pas partie du milieu. Dans le sens où, du coup, c'est pas du tout une... Mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien, je suis que 24 ans, peut-être que je me trompe complètement et que l'avenir me donnera raison, mais c'est un métier qui fait que tu bouges beaucoup et qu'il faut avoir conscience de ce que c'est de ne pas avoir la personne tout le temps auprès de toi, quoi. On n'a pas un horaire fixe, on n'a pas... l'état émotionnel, il est complètement schizophrène, et du coup, d'avoir quelqu'un qui travaille aussi... Par exemple, moi, mon ex, il était script... Et du coup, c'est un technicien, mais il captait ce qu'on demandait aux comédiens, donc il captait qu'est-ce que je traversais. Et c'est pas évident pour tout le monde. Mais après, pareil, moi, je serais pas ce qu'un boucher traverse. Enfin, j'en sais rien. Et du coup, je sais pas comment aborder cette émotion-là. Mais ouais, non, les relations amoureuses, déjà, c'est galère. Et avec le milieu du cinéma, il faut avoir confiance. On rencontre beaucoup de gens. Ça reste un métier où on est souvent dans la séduction quand même. Donc, on a envie de plaire. Et t'as peur de ne pas être dans le vrai, quoi, d'être authentique ou que les gens soient pas
vraiment ce qu'ils sont, quoi. Ouais. Ou ce qu'ils montrent qu'ils sont. Ouais, bah, je sais pas, ça. Ça, je suis pas si sûre. Comment ça, dis-moi? Bah, il y a un mec que j'avais rencontré, là, il m'avait dit, ouais, j'ai pas confiance en toi parce que t'es comédienne. Je suis frère, je sais pas pleurer sur commande. Enfin, tu vois, ça veut dire quoi? Ça m'a saoulée, cette image qu'on a aussi des acteurs de, ouais, mais non, mais toi, tu sais jouer, du coup, vas-y, pleure. Non, mais tu sais mentir, bah, pas plus que quelqu'un d'autre. Enfin, justement, des fois, les comédiens, ils vont chercher des émotions qui leur sont propres pour pour retranscrire une émotion à l'écran, mais justement, dans la vie de tous les jours, moi, je sais pas pleurer. Ouais. Donc des fois, j'ai envie de leur dire, si vous saviez, si je pouvais pleurer sur commande, je le ferais. Ah oui, vraiment. Parce que j'ai trop du mal à pleurer, justement. Et même dans les films, je triche beaucoup parce que j'ai très fort du mal à laisser l'émotion venir, quoi. Je sais la jouer, mais les larmes, je sais pas les faire. Je reviens un petit peu sur le point qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Mais tu parlais du fait que, en matière de relation, c'est déjà un défi en soi, avant que tu t'es dans le milieu et que peut-être que le milieu exacerbe un peu le côté où tu te dis, en fait, je suis en quête, un peu, en quête de liberté, en quête de... J'ai peur de ne pas être là. Quand je suis là, je pense déjà où je vais être après. C'est clair. J'ai un tout bon pote qui est vraiment comme ça. On fait des running gags quand on part en vacances. Tu vois, parce que on est à un point et il est déjà levé en mode genre, bon les gars, il y a moyen qu'on parte. Je suis comme ça. Et genre, parfois t'as envie de dire, hey, ah ouais, non, mais profite du moment, quoi. Sois là, t'inquiète, on peut partager là, on peut échanger et t'as pas encore besoin. Le temps viendra où tu pourras te dire, ok, viens, à fond. On vire vers là, Mais moi, par exemple, je sais que souvent, on pense que je suis quelqu'un de hyper sociable parce que j'ai facilité à aller vers les gens. Et en même temps, par exemple, dès que les gens que j'ai voulu rassembler sont là, je vais vite vouloir dire « Ok, mais viens, on fait ça. Ok, on bouge. » Et j'arrive pas à profiter de l'instant. Ça se travaille, hein. Maintenant j'ai 24 ans, je commence à kiffer, me poser tranquille avec 3 potes et boire une bière. Mais avant, quand je buvais une bière tranquille avec 3 potes, je pensais déjà au fait qu'on était en train de rater le fait que là-bas il se passait quelque chose et qu'il fallait absolument pas qu'on loupe le moment là-bas. Mais là-bas, je pensais au truc d'après. Et c'est hyper fatigant, même pour les gens qui t'aiment, quoi. Ils ont envie de te dire, hé. Sois là. Mais aussi, ce que tu vois, ce dont tu as parlé qui est touchant aussi, c'est que dans ces métiers où c'est ta personnalité, tu vois. T'es quelqu'un comme ça, où ton métier t'impose d'avoir, de pas être, en fait, d'être assez flexible, de pas avoir un canevas, un horaire précis, tu vois. Et donc, du coup, ce que tu réclames, c'est beaucoup d'acceptation et d'indulgence, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, les gens du métier peuvent plus vite comprendre, mais je pense pas que c'est uniquement les... Non. Enfin, tu vois, je pense à des grands acteurs et des grands comédiens et comédiennes qui sortent avec... Qui ont fait leur vie avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu. Oui. Et je me dis, waouh, si eux, ils ont fait ça et qu'ils disent, ah non, en fait, j'en avais besoin parce que, justement, ils sont pas dans le milieu, tu vois. Bien sûr. Mais ça demande, mais comme toute relation, mais en fait. C'est ça. Moi, je pense que ça dépasse comme n'importe quel boulot. Enfin, c'est ça. Je veux dire, je pense que c'est propre à chacun et qui a besoin de quoi. Je veux dire, un pilote, il est pas souvent là. Non, c'est ça. Donc, tu vois, et c'est... À fond. Mais c'est... De toute façon, les relations amoureuses, c'est galère. Cinéma ou pas cinéma. C'est quoi qui importe le plus pour toi en amitié? Mes amis. Non, mais c'est justement, c'est très récemment, j'ai énormément de reconnaissance envers, je sais pas quoi, l'univers, d'avoir les amis que j'ai, quoi. C'est vraiment... justement, on parlait de ça, des moments d'être présent, etc. J'ai des amis qui me connaissent tellement et qui ont tellement accepté mon être entière que je me sens jamais jugée de qui je suis. Ils disent, oui, on te connaît, on sait que c'est comme ça, c'est OK. De plus s'excuser d'être soi-même, quoi. Et moi envers eux et eux envers moi, vraiment, je crois que c'est ce truc de tolérance de l'autre. D'acceptation de l'autre. Ouais, en fait, on n'est pas amis pour rien et on se connaît. Et venez, on fait pas pour du semblant. Et venez, on est vulnérable. Et on s'offre ces moments de lâcher prise et d'émotion. On se dit, OK, vas-y, je t'accueille comme ça. Et c'est cool parce que ce que tu me disais hors antenne et tout, c'était que tu pouvais être avec tes potes et pendant 2 secondes, vous parlez de tes affaires, des trucs, et après, ils passent vite à... Bon, et tu sais quoi, limite, quoi. Mais c'est ça, mais ce qui est génial, c'est que
À part, bon, j'ai d'autres amis dans le cinéma, j'ai quand même un peu de potes dans le cinéma, mais à part Salomé de Wells, qui est vraiment ma sœur. Le sang. Le sang. On a 3 tatouages encore, 2 tatouages. C'est vrai? On a un verre de vin. Damn. Modèle colo. On adore. Ouais. On adore. Mais la majorité Attends, de est-ce que ton tatou genre match le sien? Genre, non, toi, on t'as a un 2 peu... verres. Ah, On a ok. on a le même. On a le même. Ok. Ça aurait été stylé. Ouais, ouais, qu'elle ait la bouteille et que moi, Ouais, de ouf. Et comme ça, tu me complètes. c'est complète. Non, mais mes amis, vraiment ma famille choisie, ils font pas du tout du cinéma. C'est des personnes qui sont de milieux et de métiers différents. Et en fait, ça fait trop du bien parce qu'en fait, si à un moment donné, je dois parler de quelque chose qui m'a touchée pendant une journée de travail ou quoi, on va en parler. Mais moi, j'arrive, je fais ça a été ta journée, ouais, toi, ok, super, ok, on passe à autre chose. Et c'est pas mon métier ne prend pas la place dans ma vie privée, quoi. Enfin, il en prend parce que c'est quelque chose qui te prend à cœur, mais c'est comme si... tu vois, j'ai ça parfois aussi avec tous mes projets, etc. J'ai l'impression que parfois, même quand j'en parle à mon meilleur pote ou à mes meilleurs amis et qu'on en discute ensemble, ils le prennent avec tellement de légèreté, tout en comprenant. Ouais. Mais en comprenant à travers le prisme et le regard de quelqu'un qui est extérieur au milieu. Et donc, du coup, il y a un accueil et c'est... Ouais, bon, ok, bah ouais, c'est un peu comme si... tu vois. Et puis tu fais, ah ouais. Tu vois, bah ouais, j'avoue. Ouais. Et puis ça te fait dire, bon, bah... Ouais, je passe. Ouais, non, mais de ouf. T'as raison que je suis là, à être sérieux dans mon truc. Clair. Comme si c'était... Ça permet de prendre une distance assez... Ouais. Ouais, ma meilleure pote, je lui disais, je me prends la tête sur un truc, je fais, ouais, mais ça, elle me regarde, elle fait, mais est-ce que si ça fait pas ça, je fais, ah ouais, t'as raison. Ok. Next. Parce qu'en fait, il y a un rapport qui sort de cet entre-soi qui fait que tu te poses pas les questions sous le bon prisme ou sous un prisme. Et du coup, elle vient avec un autre regard et tu fais, ah ouais, bah ouais, c'est vrai, non mais ouais, t'as raison. Ok, vas-y. Ça, c'est un gros cadeau. Ouais. Donc, tu dirais de tes amis que ouais, ce qui importe le plus pour toi, c'est la vulnérabilité. Ouais, et puis en fait, de se dire qu'à un moment donné aussi, quand t'as des amis ça fait tellement longtemps que c'est tes potes et qu'on a grandi ensemble, quand même, l'amitié, c'est un peu un truc space où on sait pas pourquoi, à un moment donné, ça a été ces personnes. Ouais. Et tu te retournes et tu fais, putain, ça fait 14 ans on est là et qu'on traverse les choses ensemble. Et il y a trop une reconnaissance on se connaît dans des intimités que des nouvelles personnes qu'on va trop aimer rencontrer, c'est pas la même intimité, quoi. Et ouais, je crois que ce qui est beau dans l'amitié, ce que j'aime, c'est la durée, quoi. C'est le rapport à la durée et à la rencontre. Tous les jours, on se rencontre et on se rassure et on est ensemble et on se crée une bulle de bienveillance. Je sais pas, c'est... Ouais. Et puis surtout pour des esprits frivoles un peu. Tu vois, le fait de partir et d'avoir cet ancrage, tu vois. Ouais. Tu vois, ça peut être un appel, ça peut être les revoir après des mois. Et tu reprends. Tu vois, je parlais à une collègue à moi qui me disait qu'elle était partie en vacances. Et il s'avère que c'est ma boss, mais c'est comme une collègue. Et c'est trop cool parce qu'on a une chouette dynamique. Elle a 20 ans de plus que moi, et vraiment, mais c'est incroyable parce qu'elle me disait, je suis partie en vacances avec des copines, tu vois. Ouais. Et elle dit, ouais, il y en a une qui est en Irlande, il y en a une qui est à New York, il y en a une autre qui est genre au Maroc. Ouais. Et on s'est rejoints pendant 4 jours, alors qu'ils ont chacun leur vie, quoi. Leur vie, les machins. Elles se connaissent depuis 25 ans. Et on est parti marcher. Et c'est cette image on a repris notre jeu d'échecs là où on l'avait laissé. Ouais, c'est ça. Avec toute légèreté. Sans essayer. Ouais. Sans essayer de masquer, sans forcer. À fond. En toute simplicité. Et je me dis, c'est tellement beau. C'est ça que je souhaite dans une amitié. Ouais. Ça. Et puis même aussi, c'est drôle ce que tu dis parce que justement, nous, avec des copines, on est partis à un moment donné en vacances. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas donné ce moment-là. Et à un moment donné, j'étais un peu à fleur de peau et tout, je sais pas pourquoi. Enfin, je te passe les détails. Et à un moment donné, il y a un peu un truc qui a lâché. En fait, c'est OK qu'on ne se connaisse plus si par cœur et d'accepter qu'on c'est un peu écarté à un moment donné, de se retrouver à un autre moment donné. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour que de ne pas se reconnaître, enfin, d'accepter qu'on a changé sans juger le changement et se dire OK, vas-y, on reprend là, avec des nouvelles infos en plus. Enfin, je sais pas, et de se dire vas-y. Et j'étais touchée parce que souvent on a peur que les choses changent. Et puis en fait, une fois que tu l'acceptes, tu dis ouais, ça peut changer, mais ça peut être aussi beau que là où on a laissé la chose, mais juste différemment, quoi.
Comme si c'est pire de résister et de se dire, mais attends, mais avant, on avait ça qui nous liait, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est peut-être là où les amitiés se gâtent, tu vois. Mais même pas uniquement les amitiés, c'est les relations de manière générale. À fond. C'est dans ce qu'elles ont été et ce qu'elles sont plus. Et le fait de... Tu vois, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts, les premiers, mais une sorte de... Tu sais, il y a un bout de l'amour inconditionnel qui est de juste va vie et deviens. Et indépendamment de ce que moi, je te souhaite pour toi, je peux te souhaiter tout le meilleur, mais juste simplement sois. Ouais. Et moi, je t'accompagne et on s'accompagne mutuellement parce que ça s'appelle être de l'amitié. Et peut-être que c'est un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Non, mais c'est très juste. Et puis, il y a aussi des amitiés qui sont pas sur une longue durée, mais qui ont eu énormément de sens à un moment donné et qui te construisent aussi pour la suite, quoi. Moi, je suis super reconnaissante aussi des amitiés qui ont été éphémères, mais qui m'ont énormément apporté dans réaliser quelque chose, apprendre une nouvelle chose. Enfin, je sais pas, il y a des amitiés qui sont très belles, mais qui sont des fois un peu moins ancrées dans le marbre, mais qui ont tout autant de sens. C'est quoi pour toi les inconvénients du métier, de l'industrie du ciné? T'as combien de temps? Celui pour lequel tu vois, tu te dis, mais ça, là, aujourd'hui, ça me rebute. J'ai pas envie de dire des conneries parce que j'y suis pas encore assez depuis assez longtemps pour vraiment savoir. Et je pense que c'est vraiment un travail sur lequel j'ai envie de travailler. Tout ça. Déjà, très concrètement parlant et très facilement, je trouve que le cinéma coûte beaucoup trop cher. Je trouve que du coup, j'ai l'impression qu'on fait, en tout cas les films, je trouve qu'on fait des films pour seulement une possible de personnes qui ont accès à cet art-là. Et je trouve que de payer une place 14 € au cinéma, je trouve ça indécent par rapport au fait de ce qu'on veut que l'art soit. Ça me met un peu hors de moi. Du coup, ça rend le cinéma pas du tout accessible aux personnes qui n'ont pas les moyens d'eux. Et je trouve que c'est problématique parce que du coup, on continue à faire que des films, à donner de l'argent à des films qui sont accessibles qu'à une élite ou une classe quoi. socialisée. C'est ça. Donc on fait des films d'auteur. Par exemple, on va s'étonner qu'il y ait plein de gens qui vont aller qui vont aller voir Spider-Man et pas le prochain film d'auteur d'un tel machin bidule. Mais en même temps, Spider-Man, ça reste une source sûre où on se dit, ok, ça va être un événement, on va payer 14 €, mais on sait ce qu'on va voir. Je comprends que des gens n'aient pas l'envie de mettre 14 € pour un film où ils savent pas si peut-être, oui ou non, ils vont aimer le film. Et je trouve que c'est beaucoup trop cher et pas du tout accessible. Tu rêverais d'un monde où le ciné, même d'auteur, est accessible de manière même simplement financièrement. C'est peut-être... Ouais, vraiment. C'est un truc que je... Et puis, ouais. Non, mais oui. Alors, tu veux dire encore un dernier ouais? Ouais. Super. Non, je trouve que le cinéma, c'est vraiment pas assez accessible. Et puis après... Mais alors là, je crois que c'est un grand débat et je sais pas si je suis la bonne personne pour en parler, mais je trouve que les représentations des personnages dans les films sont pas du tout représentatifs du monde qui nous entoure, quoi. Et ça, je trouve ça hyper problématique et fait chier, quoi. Fait chier que ce soit des trucs hyper fixes et scindés dans le milieu du cinéma et qu'on n'arrive pas à s'en détacher alors que on pourrait faire tellement de choses. Ça me saoule. Bah non, parce que t'as l'impression que tu vois, tu rêverais d'avoir plus de films qui sont à l'image de la société dans laquelle on vit, ou du moins dans les pluralités du champ des possibles, quoi. De ouf. Et aussi je pense que le cinéma joue dans les images qu'on perpétue dans la société, et je pense que c'est aussi au rôle de l'art et du cinéma de mettre en avant que les nombres de possibilités qu'il y a de récits, et pas qu'un seul récit qui est le récit de l'homme blanc, cis, hétéro, enfin qui est très précis, quoi. Et en fait, je trouve
je trouve qu'on doit donner la voix en tant que réalisateur, réalisatrice, en tant que technicien, technicienne, en tant que comédien, comédienne, de donner la voix à d'autres personnes ça fait des années que le cinéma est raconté par les mêmes personnes. Et moi, je le vois bien, j'arrive plus à regarder un film en me disant « Ah putain, il fait chier, encore ça quand même. » Encore ça comme ça. Ouais. Et en fait... ouais, c'est fatigant parce que du coup, à un moment donné, il faut pas croire que les gens sont bêtes et à un moment donné, on va plus avoir envie de voir ça. Là, ça fonctionne encore pour eux, mais je pense que c'est tout bénef pour tout le monde si on se réveille. Voilà. J'aime bien ton idée, Mara. Cool. On va changer les choses. On va changer les choses. C'est quand la dernière fois que t'as vraiment chialé? Que j'ai vraiment pleuré. Moi, je suis vraiment une merde, quoi. Quand je pleure, je retiens et j'ai mal partout. Je suis là, genre... on dirait une tête de chien qui chie, quoi. Je suis là, genre, non, pas pleurer. La dernière fois que j'ai vraiment pleuré... Ouah, c'est chouette, ben putain. Il faut que j'arrête de dire putain. Merde. Zut. La dernière fois que j'ai vraiment pleuré... C'est quand? C'est une question difficile. La dernière fois que j'ai un peu chialé. Mais tu sais quoi, j'ai remarqué que je suis plus sensible ces dernières années. Ah ouais. Je sais pas que j'étais un rock petit, mais enfin peut-être que en position d'aîné, tu vois, dans la famille, on est un peu plus, tu vois. On tient, tu vois, on doit soutenir les bros, tu vois. Mais tu vois, mais le fait d'être plus en lien avec ce que tu ressens te permet de lâcher prise aussi. Il y a un côté lâche, tu vois, ça peut venir. Mais autour du moment où genre je suis entré dans ma relation de couple, tu vois, je pense que j'ai encore plus lâché prise sur ça, tu vois. Alors, on change pas quelqu'un. Si mon caractère, c'était pas de pleurer, je pleure pas beaucoup. Mais la dernière fois, il est arrivé un truc à mon frère où il s'est fait agresser. Mais c'est... Dieu merci, il lui est rien arrivé de trop grave, tu vois. Et j'étais complètement... tu vois, ça attaque beaucoup de choses, tu vois. Tu te dis, mais putain, gratuitement, sans raison, tu vois. Les gens peuvent faire preuve d'une inconscience telle que un brave gars subit. Ouais, c'est ce que ça raconte aussi dans l'agression, quoi. Exactement. C'est aussi tout ce que ça souligne de... Et je pense que tu vois, le manque de... Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu traverses, tu vois, quand ça arrive à tes proches, tu vois. C'est le côté, l'impuissance, tu vois. Ouais. L'impuissance, le manque de... Ouais, le manque de l'impossibilité de pouvoir soutenir, de pouvoir protéger les tiens, tu vois. Mais t'as pas prise, en fait, sur tu vois. C'est mon petit frère, bien qu'il ait 2 ans de moi et qu'il ait 5 cm en plus et qu'il est baraque, tu vois. Ah ouais, il doit être grand. Ah ouais, quand même, c'est... Mais t'es grand frère, tu vois. Tu dois... Ouais. Et donc, c'est... Là, j'ai pas pu les retenir, tu vois. J'étais là, ok. Il a coulé, j'étais là, ok. Tu vois. Ouais, puis réaliser qu'en fait... Ouais, tu peux pas. En fait, t'as ta vie et tu peux pas avoir... C'est ça, tu vois. Tu peux pas être le bouclier de tout. Et c'est fou parce que, tu vois, tu peux être tellement dans un programme de tous les jours où tu as une série d'activités et d'obligations et de responsabilités. Et des événements comme ça te font dire, OK, take that moment, tu vois, genre, OK, c'est bon. Tu peux plus, tu vois. Donc, mets pause et puis, c'est bon de te sonder, d'appeler, de rechercher, de prendre soin de, tu vois. Ouais. Et toi, Mara, c'est quand la dernière fois que t'as chialé? Je sais pas du coup si c'est je sais pas si c'était la dernière fois, mais c'est drôle du coup ton histoire me fait rebondir. Justement, moi, il arrive un truc à mon petit frère aussi, et il s'est fait aussi, heureusement il a hyper bien réagi et du coup il lui a rien arrivé, et les mecs qui ont voulu se bagarrer avec lui, ils sont venus le chercher devant l'école et il a très bien slalomé le truc pour que ça n'arrive pas.
Mais je me souviens que, en fait, j'étais à une soirée, il y a la grande sœur d'un des potes de mon frère qui est venue, il fait « Ça va, ton frère et tout ?» Et j'ai vraiment eu un truc de « Putain, mais en fait, c'est chaud, quoi. » Enfin, je sais pas ce qui peut lui arriver, je sais pas comment... Un peu comme toi, quoi, de... J'ai trop peur j'ai peur pour mon sang, quoi. Je sais pas, j'étais là, genre, mais... Et ouais, ça m'a fait bien... Tiquer, quoi. Paniquer, ouais. Et ma mère qui m'appelle en panique en me disant qu'elle a peur et qu'elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit appeler les flics? Mais on est contre les flics dans ma famille. On est contre les prisons et contre les flics. Donc, ma mère, je ne peux pas appeler les flics alors que je suis con. En même temps, là, mon enfant est en danger. Donc, est-ce que mes valeurs politiques prennent le dessus sur la situation? Et je dis, mais appeler les flics va faire que réanimer quelque chose qui n'existe peut-être pas. Et du coup, c'est comment est-ce que des décisions et des conseils que tu peux donner aussi à ta mère, par exemple, peut être juste ou pas juste, mais du coup, c'est aussi une charge que tu te donnes, où tu as peur d'être dans le faux. Et enfin, je sais pas, ça m'avait pris la tête de ouf. Ouais, quand il t'arrive des trucs à tes proches, t'es pas bien, quoi. C'est fou parce que ces moments-là, tu vois, allez, j'allais dire l'avantage, mais c'est pas du tout l'avantage, mais c'est, tu vois, l'aspect positif, c'est que ça te rend... ça soude et ça rend aussi... ça rend réel les choses, ça te ramène sur terre, tu vois. C'est clair. Tu peux être dans des trucs et là, tu vois, et là, tout à coup, tu fais « Oh, j'avoue, il y a la vraie vie. Comment va mon petit frère ?» Tu vois, et tu passes et tu t'appelles ta maman. Et... Ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi, ensemble. Ça fait quoi de bosser avec des rostas? Parce que entre hors norme, Vincent Cassel, tout le casting... Écoute, je crois que le fait de faire partie de ce milieu, du coup, désacralise vachement ces gens-là. Ouais. Parce qu'en fait, tu les vois soit très comme toi, soit complètement nerveux, soit... Enfin, ça démystifie complètement l'image que tu as de... Après, moi, je suis d'une nature où j'ai jamais idolâtré quelqu'un. Ok. Donc déjà, c'est dans mon tempérament. J'ai jamais été fan de quelqu'un, par exemple. J'aime un artiste, j'aime son travail, mais ça ne m'a jamais... J'ai jamais, par exemple, voulu aller à un concert pour rencontrer quelqu'un, pour l'avoir vu. Enfin, j'aime bien écouter une œuvre, j'aime bien regarder une œuvre, mais j'ai pas ce rapport à l'idolation. De quelqu'un, mais en tout cas ça permet de vachement démystifier parce que tu vois que ces personnes ont leurs soucis, leurs névroses, leurs endroits de folie, etc. Et puis moi je pars aussi vachement du principe, mais ça c'est dans la vraie vie aussi, que par exemple quand j'arrive sur un plateau et que je vais travailler avec une sommité du cinéma, on va être collègues dans un premier temps, parce qu'on va travailler ensemble. Donc, je vais bien faire mon boulot comme je souhaite que cette personne fasse bien son boulot pour me le rendre et que c'est un travail donnant-donnant. Et que si jamais il se fait que dans la rencontre humaine, il y a une connexion, alors là, on deviendra potes et on créera une relation intime plus que simplement collègues. Mais que pour moi, l'importance première, c'est d'être là et concentré pour le projet, quoi. Et du coup, je vais être sur mes marques, je vais connaître mon texte, je vais être disponible au jeu qu'on me demande, je vais te le rendre, te le renvoyer. Et à un moment donné, si on s'entend bien, on deviendra potes. Mais pour moi, ces gens-là, c'est d'abord des collègues. Et puis s'ils deviennent des potes, tant mieux. Mmh. Ton rapport en tant que comédienne au réalisateur est le même ou pas? Non, ça c'est quand même un peu différent. Parce que mine de rien, quand tu bosses avec un réal ou une réal, t'as... Je sais pas encore où ça se joue, ce rapport à eux. On est quand même vachement dans une envie de leur prouver qu'ils ont eu raison de nous choisir. Et du coup, il y a souvent, et ça serait bien que ça change aussi, mais en tout cas en francophonie, dans le cinéma français ou belge, il y a vachement ce rapport à c'est mes comédiens. Le réalisateur ou la réalisatrice va dire oui, vous êtes mes comédiennes, oh ma comédienne, oh mon... Et on n'a pas encore assez de distance pour dire non, on est collègues et moi je suis là pour toi, mais toi t'es là pour moi aussi. Et je trouve que ça rendrait peut-être le milieu un peu plus sain et le rapport réal et acteur-actrice entre eux si on professionnaliserait plus ce métier, plus qu'on croit qu'il faut avoir une relation ensemble. Mais vu que les réals et les réalisatrices, souvent en francophonie, sont des personnes, il y a un peu l'image du génie, de la personne qui va écrire un scénario, qui est sa vie, de 7 ans, de machin, de bidule, qui va... être qui a une idée fixe un petit peu, qui a une idée fixe, etc. Et alors du coup j'ai l'impression que ce que tu sembles dire, c'est que ça donne peu de place
à toi en tant que comédienne de dire, bon, ben, dans quelle mesure je peux un peu nuancer ou apporter ceci et puis dire, bah, peut-être tu l'acceptes, tu le prends, ou peut-être pas, mais donc du coup, c'est juste... Mais c'est beaucoup de risques parce que, par exemple, souvent dans le cinéma francophone, on veut trouver le personnage. Ouais. Au lieu de dire, contrairement aux Anglais, on va faire un personnage de composition. On va faire des sessions de travail pour chercher à... oui, moi, Mara Taquin, je dégage ça, mais je peux jouer complètement autre chose que ce que je suis. Et souvent, du coup, le réalisateur va te prendre pour toi. Et je trouve que, du coup, ça fausse un petit peu le rapport parce qu'ils vont penser qu'ils te connaissent. Alors que moi, il y a plein de fois où j'ai été en montrant pas qui j'étais moi et en faisant croire que j'étais le personnage. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est compliqué le rapport au réel et à la réalisation. Je pense que il faut arriver à arrêter de vouloir avoir du lien à tout prix et d'être au service d'un projet. Et que si le lien se fait, bah, il se fera et ça sera beau, mais de pas tout le temps vouloir être dans l'émotionnel en permanence, quoi. Et j'ai l'impression, bon, après, j'ai lu un peu tes écrits et j'ai vu ton travail et j'ai l'impression que tu te donnes corps et âme au projet. Et si ça passe par avoir à répondre à une idée précise d'un réel, tu vas le sonder, quoi. Tu vas prendre, tu vas essayer d'intégrer ton personnage de façon à ce que, ok, je sais ce qu'il écoute, enfin, tu vois, c'est ça. Je sais, et ainsi de suite. Bah, je crois qu'une de mes plus grosses peurs en tant qu'actrice, ce serait qu'on pense que je sois une imposture, quoi. Mais comme tout le monde, mais qu'on me dise, mais cette gamine, elle a juste eu de la chance, elle est en vogue, mais elle sait pas jouer, quoi. Et en fait, j'aimerais bien montrer que, enfin, mais même pour moi, hein, pour ma satisfaction personnelle, quoi, d'avoir l'impression d'avoir fait du bon boulot, quoi. Quand je sors d'un tournage et que je sens que j'ai bien travaillé, c'est hyper satisfaisant parce que tu te dis, ok, j'ai pas fait pour semblant, j'ai été disponible au travail, j'ai travaillé avant et je suis là et je suis pleinement là. Contrairement à ce que j'arrive à faire dans ma vie tous les jours socialement. Dans le travail. Attends, je viens de faire un lien. Les liens, waouh, on est doués. C'est ça, on est psychologue ou pas psychologue? Non, ouais, contrairement à ma vie du coup sociale, dans le boulot, j'arrive vraiment à être très focus sur le moment présent pour être hyper dispo et que ça soit facile pour l'équipe technique, et que ce soit facile pour mon partenaire de jeu, et que je sois disponible au réalisateur, pour le réalisateur ou la réalisatrice, pour être vraiment genre, ok, là, on est là pour ça. Et on va le faire ensemble. Et aussi, j'ai la chance et je me permets de choisir de plus en plus mes projets. Et du coup, ça fait que quand je choisis un projet, bah, vas-y, on fait, quoi. C'est quelque chose qui t'as pas l'urgence de faire pour pouvoir survivre, mais tu le fais pour vivre, quoi. Oui, parce que ça te passionne et parce que aussi, je pense que je serais profondément malheureuse de faire des projets qui me plaisent pas. Et du coup, je sais que si à un moment donné, j'ai plus de boulot, j'ai confiance en mon côté un peu autonome, vadrouilleuse, etc., que je pourrais rebosser dans un bar, dans un resto. Même des fois, ça me manque de pas être en mode serveuse avec mes plateaux et faire... Ouais. J'aimais bien, moi, ça me donnait un côté social. Pas trop ça, parce que sinon, dans l'univers, tu vas plus avoir rien. Ah oui, c'est ça. Ah, okay. ouais. Non, je dis pas trop. Okay. Non, mais ouais, puis j'ai personne à charge. Moi, je vis toute seule pour moi, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre toute seule aussi. Hein. Enfin, j'ai à m'occuper rien d'autre que ma personne, donc c'est aussi, mais ça facilite la chose financièrement. Je suis pas, enfin ça va. Pour le moment, ça va, quoi. Et je m'offre ce luxe-là, quoi. Voilà. Si tu pouvais vivre jusqu'à l'âge de 90 ans et conserver l'esprit ou le corps d'une personne de 30 ans pendant les 60 dernières années de ta vie, qu'est-ce que tu préférerais? Attends, vas-y, répète, tu m'as perdu. Donc du coup, si tu pouvais vivre jusqu'à l'âge de 90 ans, d'accord? Et tu pouvais soit conserver l'esprit, soit le corps d'une personne de 30 ans. L'esprit. Clairement. Ah non, il n'y a pas Pourquoi? photo. Bah, parce que... En même temps, ça doit être cool d'avoir l'esprit de quelqu'un de 90 ans ou de 60 ans. Parce que du coup, tu reviens sur... Non, je sais pas du coup. Pas par rapport au corps. Je suis indécise en fait. Je suis pas dans ça sans Lion, attention. Oui, donc alors. Donc ça veut dire que si, par exemple, j'ai 90 ans et j'ai en fait
Je reste belle gosse, en fait, c'est ça. Non, mais justement, je sais pas par rapport à l'esthétique, mais genre, je me dis que ça doit être cool d'avoir l'esprit de quelqu'un de 90 ans où tu te dis, ouais, ton esprit a dû traverser des choses tellement ouf que j'aimerais bien savoir ce qu'un esprit de 90 ans avec le vécu qu'on a eu, où ça amène. Je m'en fous de l'aspect corps, enfin, ouais, un peu. J'essaye de travailler là-dessus, mais non, je crois que j'aimerais bien qu'un jour avoir l'esprit de quelqu'un de 90 ans pour savoir ce que ça veut dire. Ouais, donc du coup, ce serait... Bah, donc pendant les 60 dernières années de ta vie, à partir de tes 30 30 ans, donc dans genre 6 ans, 5-6 ans, eh ben, tu deviens... Bah, du coup, je garderais le corps, mais pas pour le côté esthétique, mais pour aller dans D'accord. l'aventure de l'esprit, Ouais, ok. de grandir, quoi. Ok. Toi De pouvoir évoluer. Je suis aussi tiraillé. Je suis... Toutes les semaines, j'hésite et je choisis un point. Non, je pense que, tu vois, si jeunesse pouvait, si vieillesse savait. Non, c'est l'inverse. Oui, si. Non, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ok. Ça veut dire, en gros, tu vois, quand t'arrives à un certain âge, tu vois, Ça y est, j'ai le ventre qui gargouille. t'arrives à un certain âge et tu dis, waouh, si seulement, là, je sais tellement de Ouais. choses, mais j'ai plus l'énergie de le faire. Oui, je Et vois ce les que tu veux jeunes, dire. ils sont là en mode genre... Et en même temps, je trouve ça cool. Moi aussi. En fait, tu vois, j'admire les personnes aussi qui ont un grand lâcher-prise. En fait, les gens, pour moi, en fait. Vas-y, raconte. Ah, ok. Ça y est, on a ou pas? Mais les gens, pour moi, qui sont restés jeunes dans leur tête, tu vois, transparaît à travers leur corps, même s'ils ont beau avoir 70 ans. Mais... Et la caractéristique de ce qui fait jeune chez eux, c'est la capacité d'adaptation, tu vois. La résilience et le lâcher-prise par rapport à ce qui est. D'accepter que les choses sont mouvantes, voilà. elles changeantes. Alors, ça ne veut pas dire que tout à coup, tu dois comprendre absolument comment fonctionne un iPad et Instagram quand tu as 70 ans, tu vois. Mais c'est de rester... plus dans l'esprit. Oui, de rester... Waouh. Ouais. Moi, mon daron, il a très fort ça, tu vois. Il reste genre, waouh. Je me dis, mais waouh, c'est cool que tu puisses encore continuer à te questionner et à dire, oh, tiens, et c'est comme ça. Et qu'est-ce qui te passionne dans ça, tu vois? Non. Et je me dis, si tu peux rester comme ça ou atteindre ça longtemps, tu vois. Bah, c'est cadeau. Parce que cadeau, aussi, à un moment donné, si tu restes bloqué dans tes croyances, je crois que tu te rends malade aussi à croire que tout avait du sens. En fait, des choses peuvent avoir du sens à un moment donné qui n'en auront plus tard. Exactement, et c'est OK. Ça ne veut pas dire que tu as mal fait les choses au moment où tu y croyais. Voilà. Et je trouve que du coup, ça rend ça beau. Moi, je suis terrifiée du temps qui passe et en même temps, je suis hyper contente parce que là, à 24 ans, je vois... Bah, tu vois, on parlait de ce qu'on préfère, ce qu'on est content d'avoir accompli maintenant. Je suis trop contente de regarder derrière et de faire « Ah ouais, je viens de là et là, c'est ça. Ok, bah vas-y, trop curieuse de savoir ce que ça va être, quoi. Pas trop vite. Mais je suis curieuse. Chaque chose dans son temps, mais... Chaque chose dans son temps. Mais je suis curieuse. Cet échange était génial, Mara. Il n'est pas encore fini, on arrive doucement à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Aller de pouvoir participer professionnellement à un changement de l'ère du cinéma plus grand et plus pluriel et intimement de continuer à oser grandir, quoi. Oh. Et toi? Parce que qu'est-ce que je peux me souhaiter par rapport au futur? Que le podcast déchire tout. Non, je pense que c'est ce qui me plaît dans ce moyen-là. Tout ça, ce n'est qu'un attirail, mais pour avoir des moments comme ça, tu vois. Des moments d'échange, des moments d'authenticité, de vérité et de partage, d'inspiration pour autrui, quoi, tu vois. Si on peut s'inspirer, nous, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va écouter ça et qui va se dire, ok, c'est cool quand même un peu, tu vois. Et j'espère garder la même fougue, tu vois. Je pense que... J'adore ce mot déjà même. Fougue. J'ai une liste de mots que j'adore. Et fougue en fait partie. C'est quoi les autres mots? Attends, il y a plein de mots. Il y a tuile. Tuile. Scrabouchacha, j'adore.
Ça, c'était troisième maternelle, quand on disait. Ouais, mais tu sais, c'est tu des mots fais des chouettes à crasses, dire, cramouchacha. tu vois, des mots, t'as pas un mot que t'aimes bien Si, moi j'aime bien le mot bodega. Bodega, ouais, pas parce mal. qu'il est tout bubble comme ça. Tu Bodega. vois. Bodega. Ouais, tu vois, là, j'aime bien, là, j'ai une liste de mots Ouais. que Tu vas j'adore. l'ajouter dedans. Vas-y, Je peux te le donner, tu peux me l'ajouter donnes dedans. Bodega. Ouais. Ok, vas-y. Et il y en a combien des mots comme ça? Il y en a beaucoup. Ah, ce mot très bien. Sorcière, j'adore le mot. Comment Sorcière. dire sorcière. Ok. Non, mais ce que je disais, c'est que, Oui, garder la fougue de pouvoir continuer à être inspiré, quoi, et d'être inspirant et d'être passionné, tu vois. Je pense que, tu vois, à travers ces métiers, ça peut te prendre beaucoup d'énergie et les embûches peuvent être nombreux et les remises en question aussi encore plus nombreuses. Et le fait de persévérer, d'être déterminé et d'avoir des moments comme ça. Ouais, de c'est rencontrer cool, des tu vois. gens qui se disent ah, ok, il y a il y a du cool aussi. Il y a du cool. Là, je me pose une question, est-ce qu'il y a un film quand tu étais jeune qui t'a marqué où tu t'es dit ah, c'est stylé les films? Ouais, de ouf. C'est quoi? Mais il y en a plusieurs, tu vois. Je pense que moi, je me suis attaché à des... Tu vois, on parlait de représentativité tantôt. Et un des points qui fait que je voulais faire absolument ce podcast et en ayant une image, c'était pour permettre à des gens comme moi de pouvoir se dire, ou noirs, enfin, tu vois, des personnes racisées, de pouvoir se dire, mais il y a un type comme ça, et qui n'est pas le prototype du gars qui est... De ouf, qui offre des moments de parole. Exactement, et qui c'est un psy, il se trouve être... Enfin, machin, etc., tu vois. Moi, j'ai grandi avec le Prince de Bel-Air parce que ma mère était fan de Will Smith. Okay. C'est pas très cool d'être fan de Will Smith en ce moment, ma foi. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire, mais... Plein de débats, mais... Je pense qu'il y a quelques films comme ça. Il y a Men in Black, il y a beaucoup de... Les Bad Boys, beaucoup de films avec Will et des films avec Denzel aussi. Okay, Training Day, quand j'étais plus ado, où j'ai maturé un peu, mûri. Ouais. Toi, c'est quoi les films qui t'ont un peu... Moi, il y a Thelma et Louise qui m'a fort marqué. Bah, du coup, aussi, dans ce rapport à la force féminine, quoi, de faire on n'est pas qu'obligé d'être des outils pour mettre en avant les hommes blancs, si je veux arrêter. on peut être acteur, quoi. On peut être, nous aussi, en mouvement, en tant que femme. Tu vois, c'est fou combien on a besoin de s'identifier, tu vois. Tu vois, ça nous suit, quoi. Bah, bien avec sûr. le temps. Mais c'est pour ça que je te disais aussi ce truc de raconter d'autres récits pour montrer, enfin, comme tu dis, quoi, moi tu me dis les films là, je fais ouais, mais c'est ouf qu'il y ait ça, que ce soit que ça. Et c'est fascinant qu'il y en ait. On tend vers ça doucement, mais j'espère que le monde tende vers ça, tu vois. De manière générale, que c'est cool de voir des récits et tu vois, j'en ai parlé dans un podcast, c'était la série d'un humoriste qui s'appelle Aziz Ansari, qui s'appelle Master of None. Et c'est écrit par donc cet Américain indien d'origine. Et c'est tellement fascinant, quoi. J'ai réalisé toute une série de stéréotypes qui étaient ancrés en moi sans que, tu vois, tu y mettes tes mots dessus et la capacité de pouvoir écrire et de relate, de t'identifier. Enfin, c'est ouf. Bien sûr, non, mais de ouf. L'émission s'appelle À ceux qui osent. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser? C'est drôle cette question. Moi, directement, ce qui me vient en tête, c'est ma mère. Ma mère, c'est une femme badass qui travaille dans le milieu carcéral, qui fait en sorte de... Elle, son utopie serait d'abolir les prisons. Et elle est militante anticarcérale, féministe, etc. Et ce qu'elle m'a apporté dans du coup, la phrase que tu me demandes, c'est même si c'est difficile en tant que femme des fois se légitimer à crier, à oser prendre la parole, à oser prendre de la place, parce que c'est pas ce qu'on nous a appris qu'on pouvait faire, quoi. C'est de oser, oser crier et de oser prendre cette place, oser y aller, quoi. Enfin, il y a plein de moments où des fois je suis un peu too much, j'y vais un peu trop fort, j'ai un peu trop d'énergie, je parle un peu trop fort, etc. Et puis je rentre chez moi, je me dis putain merde, j'ai peut-être beaucoup trop fait. Et puis je me dis ah mais c'est ok, enfin ça va, quoi. C'est ok aussi de des fois prendre de la place et des fois je devrais en prendre un peu moins. Mais c'est essayer de se déculpabiliser de vas-y, je suis comme ça, quoi. Et du coup oser crier, je sais pas. Oser crier, oser être en colère.
Mais ouais. Vas-y, je sais pas. Merci Mara. Merci à toi. C'était cool. Vas-y, maintenant, on va prendre notre bière maintenant. Vas-y. Ah, trop chaud. yes! It's a wrap! It's a wrap. C'est une fin de tournage. Merci. C'était cool! Oui, de ouf. Ah, j'avais manqué les Asukio. Bah ouais, c'est trop cool.